Bonjour à tous. Et ben voilà, du coup c'est parti pour la seconde édition du concours des startups innovantes franciliennes. Donc on est très content de vous retrouver aujourd'hui lors de ce salon des maires d'Île-de-France. Alors il faut savoir que le concours des startups innovantes franciliennes, c'est un concours qu'on a lancé il y a peu de temps qui vise en fait à présenter et à voir le dynamisme de nos territoires en Île-de-France. Pour ce concours, on a été supporté au niveau des élus qui sont là aujourd'hui, qui nous ont rejoints dans le jury. On a Anne Cabri de la mairie d'Orsonville. On a Véronique Levieux, conseillère de Paris. On a Christophe Hippolito qui est représenté par Ibrahim Dufris, qui est juste là, juste devant moi. Et bien sûr, on a Anne-Marie Bourdineau, qui est la conseillère municipale chargée de la mobilité urbaine et du numérique à Sucy-en-Brie. Et ce concours est suivi par Stéphane Baudet, qui viendra remettre le prix à la meilleure start-up lors de la fin de la présentation. Alors, qu'est-ce que c'est un concours de start-up? En fait, on a fait appel aux meilleures compétences de la région et du territoire d'Île-de-France sur la ville intelligente et les objets connectés. Vous savez, c'est un sujet qui bouge beaucoup ces temps-ci. Vous voyez la ville se transformer jour après jour. Et en fait, on a voulu savoir en Île-de-France, est-ce que nos sociétés étaient là? Est-ce qu'on était capable de relever le défi? Et en quoi on apportait une vraie différenciation sur les objets connectés, la ville intelligente? Lorsqu'on a lancé le concours, cette année, on a lancé ça en février, on a eu plus de 160 sociétés qui ont répondu présentes en Île-de-France et qui ont présenté des beaux dossiers sur les objets connectés. Et on a réuni en fait l'ensemble du jury pour sélectionner les 6 plus belles pour qu'elles vous montrent aujourd'hui la transformation qui est en train de se passer dans nos villes et comment ces objets connectés sont en train de révolutionner notre quotidien. Alors pour ce jury, on n'était pas tout seul, on a demandé les compétences très larges. On a été accompagné par CCI Business Grand Paris, qui est juste là, qui sera dans le jury tout à l'heure. On a été accompagné par Orange sur la sélection des dossiers. On a eu les pôles de compétitivité représentés par Cap Digital, qui est aussi dans le jury et qui est là pour la suite. Et bien sûr, ce qui fait grandir les sociétés aujourd'hui, ce sont les incubateurs et les accélérateurs tels que Lésier, qui est avec nous, Agoranov, bien sûr, le 104 Factory, qui est là, Usinaio, qui est aussi ici, et l'incubateur Descartes. Ce sont les membres du jury. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va laisser chacune des sociétés pitcher, présenter son projet, et on va demander au jury quelle est la meilleure société, quelle est celle qui pour vous est la plus en phase avec son marché, quelle est la seconde, et chacun aura des prix en fonction de son classement. Mais avant d'aller plus loin, je voulais demander à Pascal Latouche, directeur d'Orange Fab France, de venir dire un petit mot sur qu'est-ce que pour lui la ville intelligente. Merci. Plutôt que de vous parler de stratégie finalement, en regardant et en re-regardant le thème, la ville intelligente et objets connectés, la question qu'on s'est posée il y a quelques temps maintenant, et qu'on se pose encore aujourd'hui, c'est finalement, dans ces mots, ou plutôt ces mots incarnent par nature finalement ce qu'on a envie de faire. Je ne vais pas vous parler de techno ni de strat, volontairement. Lorsqu'on parle de la ville intelligente, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, contrairement à ce qu'on croit, une ville, c'est pas des immeubles désincarnés, des maisons désincarnées, des routes, c'est surtout des gens. C'est-à-dire vous et moi qui nous baladons finalement dans cette ville et qui la faisons vivre. Vous et moi qui finalement interagissons au travers, on va dire, de services, au travers d'applications qu'on est amené à utiliser, au travers de plein finalement de ce qu'on appelle en marketing les use cases, de plein de situations finalement dans lesquelles on se retrouve finalement confronté avec les uns et les autres. Et ça, finalement, ça marque la ville intelligente. Mais comment peut-elle devenir intelligente? Elle devient intelligente parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a un terreau hyper favorable qui est le numérique. Avec le numérique, finalement, la convergence des TIC, tout cela fait un magnifique chaudron qui nous permet aujourd'hui, finalement, de pouvoir délivrer un certain nombre de services, un certain nombre d'applications, etc., pour
nos bénéfices au quotidien, pour notre vie au quotidien, pour que finalement on se sente mieux. Par exemple, je me souviens en tant que responsable de Orange France, on a accéléré une start-up très intéressante. Finalement, c'était un panneau connecté, vous passiez devant, et fonction du fait que vous soyez monsieur ou madame, ça vous poussait la publicité contextuelle qui vous correspondait à vous. C'est une façon finalement d'exprimer la ville intelligente, comment on interagit avec cette ville, comment on y apporte notre propre intelligence. Et pour prendre cet objet connecté, le panneau connecté en tant que tel, on peut aller au-delà sur une série d'objets connectés. Tous ces objets connectés, ils vont se parler entre eux. Aujourd'hui, on y va. C'est quelque chose sur lequel, bien évidemment, il faut du réseau, il faut de l'infrastructure. Donc, bon, je ne vous fais pas le dessin. Il est évident qu'une boîte comme Orange a vocation à accompagner finalement cette démarche-là, à accompagner les élus, que ce soit les mairies, que ce soit les collectivités, pour effectivement faire en sorte d'arriver au résultat, c'est-à-dire rendre la vie meilleure, finalement, dans la ville, pour chacun de nos concitoyens. Mais ça passe aussi, non pas seulement, et ça, vu ma fonction, vous comprendrez que je suis un fervent défenseur de ce point, ça ne passe pas que par les grands groupes, ça passe surtout par des startups, parce que les startups, finalement, avec leur vélocité, leur capacité d'innovation quasiment en temps réel, c'est des gens qui vivent des situations, c'est des hommes et des femmes qui vivent des situations et qui vont chercher effectivement à encapsuler ces situations dans finalement des applications, des services qui vont nous rendre service. J'ai vu par exemple et il est présent parmi les startups qui vont pitcher cet après-midi, une startup comme KickObject. Qui n'a jamais perdu des objets finalement? Voilà, c'est un cas pratico-pratique, et finalement dans la ville on peut perdre les objets. Grâce à KickObject, on peut les retrouver. Donc c'est autant finalement de cas, les startups, qui vont nous permettre de rendre cette ville pas seulement intelligente, parce que c'est pas une fin en soi, mais surtout plus agréable, plus confortable, plus intéressante au quotidien pour chacun d'entre nous. Merci. Merci beaucoup Pascal. Donc pour cette session, en fait les règles sont claires pour chacune des startups. Ils ont chacun 8 minutes pour présenter leur projet. Comment est-ce qu'ils présentent la ville intelligente. Le jury, bien sûr, se privera pas après de poser quelques questions sur les points qui leur paraîtront les plus sensibles. Vous avez 6 sociétés. Vous avez Azuke qui va vous présenter comment on peut voyager avec un SMS. Vous avez Fitness Connect qui va vous présenter, représenté par Pierre Paquin, qui va vous présenter comment connecter le fitness avec la ville. Groupir, qui va vous permettre j'ai perdu. Groupir, en fait, qui va vous permettre de sécuriser les groupes d'enfants, avec Sébastien Trémé, qui est juste là. Kix, dont on vient de parler quelques instants, où vous allez retrouver les objets que vous avez perdus, enfin. Tributaire, bien sûr, avec Ludovic Degan, que j'ai vu tout à l'heure là-bas, qui va vous permettre... Oh, pardon, ici. Qui va vous permettre de gérer votre compost de manière connectée. Et pour finir, User, qui est de l'autre côté, effectivement, avec Clément Castelli, qui réinvente en fait l'usage de la poubelle de cuisine. Donc tout un programme. Donc je vous propose de les découvrir tout de suite, et je demande à Damien Bosson de nous rejoindre d'Azuke pour présenter le joli ici. Tu peux le lire si tu veux, mais je pense que tu seras meilleur sans. Magnifique. C'est pas grave. Troisième slide. Bonjour, je suis donc Damien Bousson, je dirige la société Atsuke. Et donc je vais vous présenter ce qu'on est en train de mettre en place. Alors Katsuke, c'est une start-up française qui crée des solutions de mobile ticketing pour les smart cities. Et nous venons de lancer en France notre activité. En fait, nous venons de lancer pour la première fois sur un réseau en France, en fait, sur la métropole Rouen-Normandie, notre solution de tickets de transport
public sur téléphone mobile. Alors pourquoi on ne le lance que maintenant en France ? Parce que pour des raisons réglementaires, ce n'était pas encore possible sur le marché français et la réglementation a changé en toute fin d'année dernière. Entre-temps, on a largement développé cette activité sur le marché suisse où la réglementation n'était pas la même et nous avons à peu près toutes les grandes villes de Suisse, Genève avec les TPG, Lausanne, Zurich, etc., qui fonctionnent avec notre dispositif que je vais vous décrire dès maintenant. Alors, comment ça fonctionne ? En fait, on a mis en place un système extrêmement simple dans sa première version qui permet, par le simple envoi d'un SMS, de commander, acheter, valider, payer son ticket. Donc j'envoie un SMS, à Rouen on envoie le code V1 au 93 000, c'est marqué sur tous les arrêts de bus, de métro, de tramway, et par retour de SMS, j'ai mon ticket, et sur mon ticket, on va retrouver tout ce qui va donner comme information sur mon ticket, c'est-à-dire pendant combien de temps il est valable, combien je vais payer, et surtout un numéro, une sorte de string code, un numéro sécurisé qui va permettre de le contrôler derrière et de valider qu'il est bon. Et je n'ai rien d'autre à faire parce qu'en fait, l'euro 60 du ticket du réseau est prélevé sur ma facture opérateur. Donc c'est extrêmement simple. Tout le monde sait faire ça, j'ai pas besoin de télécharger une application, j'ai pas besoin de mettre ma carte bleue, j'ai pas besoin d'avoir un smartphone, ça fonctionne sur tous les téléphones et tout le monde sait envoyer un SMS. Derrière ça, on équipe les équipes de contrôleurs d'une application qu'on met à l'intérieur de leur terminal de contrôle et qui va permettre de scanner automatiquement l'écran du téléphone sur lequel il y a ce SMS. Alors, quels sont les avantages de cette solution ? D'abord, pour le client final, c'est extrêmement simple. Ce qu'on constate en fait sur les réseaux qu'on met en place, ça a été le cas en Suisse et c'est le cas aujourd'hui sur la métropole de Rouen qu'on a mis en place il y a 5 semaines. On constate un développement extrêmement rapide des usages parce que la simplicité du système fait que les gens comprennent tout de suite et savent faire. Et donc du coup, en Suisse, on a plusieurs millions d'utilisateurs. En France, aujourd'hui, uniquement sur le réseau de Rouen, je regardais hier, on était déjà à plus de 800 tickets par jour, alors qu'on a ouvert il y a 5 semaines. Donc facile et rapide. Après, c'est extrêmement pratique parce que ça permet de couper les fils. C'est-à-dire que j'ai pas besoin d'aller au distributeur, j'ai pas besoin d'attendre au guichet, j'ai pas besoin de sortir ma carte bleue, j'ai pas besoin d'avoir de la monnaie pour payer à l'intérieur du bus ou du tramway. Et puis c'est sécurisé parce que je donne aucune information, notamment des informations sécurisées des types paiement, puisque tout se fait de façon automatique sur ma facture opérateur téléphonique. Alors, quels sont les avantages pour l'exploitant et pour l'opérateur de transport ? D'abord, c'est extrêmement simple à installer, c'est-à-dire que la mise en place est super légère, on n'a pas du tout à installer de matériel, c'est juste le paramétrage de notre plateforme technologique en fonction du réseau, de sa tarification. C'est vraiment une prestation extrêmement légère à mettre en place, on n'a pas besoin de s'interfacer avec le système d'information. C'est aussi simple que pour l'utilisateur de prendre un ticket. Après, ça a d'autres vertus. C'est extrêmement vertueux contre la fraude. On s'aperçoit que dans le monde du transport, il y a un vrai problème de fraude. Il y a 2 types de fraude, pour ceux qui connaissent. Il y a la fraude dure, qui, elle, de toute façon, est extrêmement difficile à stopper, parce que celui qui veut vraiment frauder, il y arrivera toujours. En revanche, il y a une très forte fraude, qui est ce qu'on appelle la fraude molle, qui est celui qui n'a pas de monnaie, ou n'a pas sa carte bleue, ou ne veut pas attendre derrière le guichet parce qu'il y a du monde et il voit le tramway qui passe, etc. Et cette fraude-là, elle n'existe plus avec le système qu'on a mis en place. On constate chez tous nos clients une baisse très sensible de la fraude. Après, c'est sûr, parce qu'on diminue aussi beaucoup les ventes à l'intérieur des véhicules, voire on les arrête complètement, ce qui fait qu'il n'y a plus de caisse à gérer pour les chauffeurs-receveurs. Et ce qui a aussi un deuxième effet, c'est que ça permet d'augmenter ce qu'on appelle dans le monde du transport la vitesse commerciale. C'est-à-dire à partir du moment où le chauffeur n'a plus à vendre des tickets, eh bien, il va plus vite, et quand il va plus vite, le réseau de transport gagne de l'argent. Et puis la dernière chose, qui est en fait une conséquence un peu indirecte, mais qui est vraiment d'importance, et qu'on a noté sur les réseaux qu'on a mis en place en Suisse et sur laquelle on travaille beaucoup sur ce qu'on est en train de faire en France, c'est que c'est un véritable tremplin pour transférer l'usage du papier vers le mobile. C'est-à-dire qu'on sait très bien, et il y a beaucoup d'investissements qui se font aujourd'hui sur tout ce qu'on va pouvoir faire avec un smartphone
qui a des qualités beaucoup plus riches que uniquement un seul SMS, si vous voulez. Mais basculer du papier vers le téléchargement d'une application, vers l'usage d'utiliser son téléphone en sans contact, en mettant sa carte bleue dedans et compagnie, c'est assez lourd. Nous, notre geste est tellement simple que les gens l'adoptent très vite. Et en revanche, passer du mobile à un autre dispositif mobile, c'est extrêmement simple. C'est-à-dire tous les clients qui, nous, aujourd'hui, utilisent notre dispositif, c'est très simple pour nous de les amener peu à peu à utiliser des services un peu plus riches sur le mobile. Donc en fait, c'est très complémentaire à tout ce qui se fait aujourd'hui et à tout ce qui se fera demain. Alors quelques retours d'expérience. En fait, les retours d'expérience, ils ne font que illustrer les avantages que je vous ai donnés. Au TPG en Suisse, on fait plusieurs millions de tickets par an. ZVV, qui est le transporteur de Zurich, ils nous ont demandé derrière justement de basculer une partie du trafic sur des applications. Et puis on voit, même la presse le dit, on baisse systématiquement la fraude de façon importante, ce qui finance généralement très facilement les investissements à mettre en place pour mettre en place notre dispositif. Après, on a déjà développé un certain nombre de prototypes pour porter notre application sur d'autres environnements, notamment ce qu'on fait là aujourd'hui, c'est des échanges d'SMS, mais pour ceux qui utilisent les messageries ou les chats, il y a de plus en plus ce qu'on appelle des chatbots, et aujourd'hui on a porté notre technologie sur des applications, sur des chatbots pour être capable de traiter d'adresser d'autres carrefours d'audience et puis de traiter des fonctionnalités un peu plus évoluées sur le téléphone mobile. Voilà. Quant à Rouen, eh ben, le lancement s'est fait de façon extrêmement intéressante et c'est vrai que l'objectif que s'était donné la métropole, c'est de faire 15% de ses tickets. J'ai fini. 15% de ces tickets par an sur le mobile, et au bout de 5 semaines, on est déjà à plus de 10%, donc on sait qu'on pètera les objectifs de façon très facile. Voilà. Merci beaucoup Damien. Le jury, peut-être quelques questions. Merci. Moi j'avais deux questions. La première, pourquoi se limiter au transport? Puisque là il s'agit de l'émission d'un ticket finalement. Il y a d'autres endroits où on a besoin de tickets finalement pour... voilà. Et deuxième question, c'est... je ne suis pas sûr d'avoir compris le modèle économique. C'est-à-dire la façon dont tu vas gagner de l'argent finalement. Est-ce que c'est, je sais pas moi, la SNCF qui prend un abonnement? Enfin bref, comment est-ce qu'on gagne de l'argent avec ça? Alors, pourquoi on parle du transport? Parce que c'est le truc le plus évident et c'est ce qui s'est développé le plus vite et c'est ce qui, dans la réglementation, dans l'évolution de réglementation française, on était sûr que ça ne posait aucun problème. En revanche, en Suisse, on traite déjà beaucoup d'autres services des municipalités, les piscines, enfin tout un tas d'accès. Puis après, c'est vrai que le transport est en train d'évoluer vers de l'intermodalité avec les vélos, avec le car sharing, avec le stationnement, et là le mobile a toujours un rôle à jouer. Donc bien entendu, on a déjà des dispositifs en dehors du transport et de plus en plus dans la Smart City. La deuxième question, c'était comment je gagne ma vie? Alors, nous, on est une société technologique, donc notre modèle économique est un modèle de plateforme, enfin un modèle de SaaS, c'est-à-dire qu'on loue notre technologie à nos clients. C'est pas très cher, donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait beaucoup de clients. Mais comme nos clients développent beaucoup d'usages, a priori, on devrait avoir suffisamment de clients pour que ce soit rentable pour nous. C'est fini ? Merci beaucoup Damien. Donc n'hésitez pas à le rencontrer, lui poser des questions. Il est juste là, il est à votre écoute si vous avez besoin d'en savoir plus. Nous passons maintenant à Fitness Connect et j'appelle Pierre Paquin pour présenter ce projet de fitness.
Merci. Bonjour à tous, merci. Je me présente, je m'appelle Pierre Paquin et je suis le fondateur de Fitness Connect. Fitness Connect, ce sont des stations de fitness outdoor connectées à une application de coaching sportif. C'est pour les sportifs qui pratiquent une activité en extérieur et de façon autonome. Alors pourquoi Fitness Connect? Fitness Connect est la résultante de deux constats. Le premier constat, c'est que les sportifs qui pratiquent une activité physique outdoor la complètent en général par des exercices d'étirement, d'abdominaux, de renforcement musculaire. Maintenant, il y a de la pliométrie, de la proprioception, plein d'exercices qui viennent agréger comme ça leur activité physique et ils n'ont pas de support sur lequel ils peuvent réaliser leurs exercices dans de bonnes conditions. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on voit ces gens utiliser le mobilier urbain ou les éléments naturels, donc des gens s'étirer sur une rambarde ou faire des abdos dans l'herbe pour réaliser ces exercices. Et le deuxième constat, c'est que pour faire tous ces exercices, pour atteindre leurs objectifs, ils n'ont pas forcément l'application qui leur convient. Donc, nous avons créé une solution qui va intégrer ces deux problèmes, à savoir leur proposer un espace, une aire, une station sur laquelle ils vont pouvoir réaliser tous ces exercices dans de bonnes conditions, et on va l'associer à une application sur laquelle ils vont retrouver tous les exercices qu'ils peuvent réaliser sur l'élément devant lequel ils se trouvent. Par exemple, si quelqu'un vient à l'issue de son running pour faire des abdominaux, il va arriver sur le module et il va ouvrir son application et il va voir dans son application la station en 3D avec un avatar qui réalise sur le module l'exercice qu'il va devoir réaliser. Aujourd'hui, le marché de ces sportifs amateurs, de ces sportifs qui pratiquent une activité physique de façon autonome, il est en train d'exploser. On le voit avec les courses de running, les marathons, les trails, les 20 km, etc. Aujourd'hui, il y a un Français sur 4 qui dit pratiquer le running de façon au moins occasionnelle. La parité des sexes est quasiment égale, 51% pour les hommes, 49% pour les femmes. Et tous ces gens disent manquer d'équipement, manquer d'infrastructures en accès libre pour pouvoir réaliser leurs exercices ou leur sport dans de bonnes conditions. C'est tellement un constat qu'aujourd'hui les pouvoirs publics ont décidé d'accélérer et ils ont mis en place, à travers l'organisme du CNDS, un plan héritage 2024, donc dans l'objectif de la candidature de Paris aux Jeux Olympiques, qui dit quoi? Qui dit que les Jeux, ça va être bien beau, on espère les avoir. Néanmoins, indépendamment de ça, l'objectif, c'est de sensibiliser les gens et de créer pour les gens, pour les Français, des infrastructures pérennes pour leur permettre de développer et de pratiquer l'activité physique. Donc aujourd'hui, on tend vers une activité de plus en plus autonome grâce au développement notamment des applications de tracking qui permettent aux gens d'avoir énormément de données. Et il faut associer à ça des équipements qui répondent aujourd'hui à leur nouvelle façon de faire du sport. Aujourd'hui, les acteurs de ce type d'équipement, ce sont des aménageurs urbains qui ont pour origine le jeu. C'est des sociétés qui, à la base, proposaient des aires de jeu pour les enfants dans les parcs, dans les récréations, etc. Au fil du temps, ils se sont spécialisés dans le sport à travers notamment les city-stades, donc ces petits terrains de football à 5 qui sont encadrés. Néanmoins, il manque aujourd'hui de l'appétence, de la compétence sportive pour s'adresser à ce nouveau public qui n'existe pas il y a encore quelques années, que sont devenus ces sportifs qui sont des sportifs qui sont extrêmement rigoureux, consciencieux dans leur façon de pratiquer du sport et qui nécessitent aujourd'hui de nouvelles infrastructures. Et c'est la raison pour laquelle Fitness Connect arrive avec ces deux branches-là, celle de vouloir être destiné au plus grand nombre, au public, et en même temps avec cette connotation sportive pour s'adresser à ces sportifs amateurs. Nos avantages aujourd'hui, on peut les distinguer en trois grandes branches. D'abord le conseil, pour revenir sur ce que je disais juste avant, nous, notre ADN, il est dans le sport. Nous ne sommes pas des aménageurs urbains traditionnels. Notre but a été de répondre à un constat en proposant une solution et d'arriver face aux collectivités, qui sont nos principaux clients, en leur permettant d'offrir à leurs sportifs une structure qui leur convient parfaitement. Donc notre objectif dans un premier temps, c'est d'arriver en conseil pour identifier quels sont les secteurs. Et quand je parle de conseil, je veux parler également d'accompagnement
par exemple, on s'aperçoit très souvent que le lieu d'implantation d'un équipement outdoor est fondamental. Si on ne l'inscrit pas dans un écosystème dans lequel les gens font du sport, il n'est pas forcément voué à être optimisé. Donc on est vraiment dans du conseil. Ensuite, on a développé des agrès, et ça on parle du business, des agrès qui sont innovants. Donc je disais que les aménageurs traditionnels avaient des équipements qui n'étaient pas forcément aujourd'hui adaptés à la nouvelle façon de pratiquer du sport. Nous, on s'est tourné vers de nouveaux agrès tels que le sac de frappe outdoor, par exemple, qui est une nouvelle activité physique qui est extrêmement prisée de la part des sportifs, mais également les chaînes de suspension en accès libre. Alors pour les spécialistes, c'est le TRX qui est mis en accès libre et qui permet de décliner tout un tas d'exercices. Et enfin, la technologie, évidemment. Aujourd'hui, on sait que le sportif fait du sport avec son smartphone, puisqu'il a ces fameuses applications de tracking dont je parlais tout à l'heure, mais également la volonté d'être toujours joignable. Et donc, l'application Fitness Connect vient s'adosser à tous ces supports pour lui délivrer une expertise supplémentaire. Notre modèle économique aujourd'hui, il est simple. Il est basé sur la vente du hardware. Merci, une minute. Il est basé sur la vente du hardware. On vient simplement avec l'application rendre le hardware intelligent, on le vend aux collectivités, c'est du B2B2C. À terme, lorsque nous aurons fait un maillage suffisamment grand avec le hardware, l'idée ce sera de venir proposer à l'usager, aux sportifs, des séances spécifiques, particulières, qui lui seront donc en termes de monétisation en freemium, une fois qu'il aura téléchargé l'application. Excusez-moi. Notre équipe aujourd'hui, il y a 2 associés. Mehdi Gariani, qui est la tête pensante, et moi-même, qui suis un ancien sportif de haut niveau. L'idée, ça a été de fusionner nos compétences respectives pour proposer un équipement innovant. Aujourd'hui, nous sommes dans un écosystème dédié au sport, à travers le tremplin, l'incubateur, l'INSEP, dans lequel nous avons installé une station, et la BPI. Notre élément financier, en 2016, nous avons généré un petit peu moins de 200 000 euros de chiffre d'affaires. On arrive à sortir une marge commerciale et une marge brute un peu inférieure à 50%. On est sur de bonnes bases pour 2017 et on espère continuer le cap et garder le cap pour 2018. Je vous remercie. Si vous avez des questions... Merci beaucoup, Pierre. Est-ce que vous avez des questions? Merci. Le coût moyen d'un module, je ne sais pas si vous l'avez dit. Alors, comme vous voyez, il y a différents modules. On est sur le plus petit module, c'est un module 3 faces, celui qu'on voit en bas à droite. Et aujourd'hui, on a même des modules 8 faces. On arrive sur un panier sur des prix qui vont de moins de 10 000 euros à moins de 25 000 euros. L'objectif était de se benchmarker sur les seuils des marchés publics, de sorte qu'on puisse marcher de gré à gré avec la collectivité et que ce soit beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide pour nous. Donc voilà. Et l'objectif est effectivement d'essayer de rester sous cette barre plancher des 25 000, sauf si évidemment la collectivité souhaite plusieurs modules, mais auquel cas on est dans un autre cas de figure. Et sur quel sol vous préparez ça? Enfin, il y a des préparations à avoir ou ça comprend aussi la préparation sol? Alors effectivement, les équipements de fitness en accès libre sont régis par une norme, la norme EN16 630, des appareils de fitness en accès libre, qui est une norme différente des jeux, des normes inhérentes aux jeux pour enfants. Et je suis content que vous me posiez cette question parce qu'effectivement, vous voyez ici qu'il y a différents sols, sol souple et dalle béton. Et en fait, la norme dit qu'en gros, un point d'accroche situé à moins de 2 mètres quand la personne est en suspension, le revêtement sur lequel l'appareil est posé est à la discrétion du propriétaire. Et c'était très important pour nous puisque comme on a des prix qui sont entre guillemets accessibles, l'idée n'était pas que ça fasse x2 en étant obligé de mettre un sol de confort ou un sol souple. Donc aujourd'hui, les stations Fitness Connect peuvent reposer sur une simple dalle de béton. Alors ici, vous voyez que de temps en temps, les gens préfèrent rajouter du sol souple. Néanmoins ici, on est à Aix-en-Provence et ils sont sur une simple dalle de béton. On a fixé, on a splitté. Donc en une journée, c'est monté cet appareil-là. Merci beaucoup, Pierre. Donc Fitness Connect. Et maintenant, je vous demande d'accueillir Sébastien Trémé du Groupie. Sébastien, les 8 minutes sont à toi. Merci.
Donc bonjour à tous. Groupier Technologies, on a une spécificité, c'est qu'on s'adresse uniquement aux problématiques des groupes, donc des déplacements en groupe, hein, pas des groupes entreprises. Et donc depuis 3 ans, on développe des solutions qui visent à faciliter et à sécuriser ces déplacements en groupe, qui sont un petit peu les parents pauvres de l'innovation, parce qu'aujourd'hui, comme il y a 100 ans ou comme il y a 1000 ans, quand on se déplace en groupe, on a toujours les mêmes contraintes et toujours les mêmes outils. Donc, c'est quoi les contraintes d'un déplacement en groupe? En fait, l'idée, elle est née d'une rencontre avec des moniteurs de ski. Moi, je suis savoyard d'origine. Et ces moniteurs de ski, je leur disais, vous avez un super beau métier quand même, 6 mois par an, vous êtes à la montagne, vous skiez, c'est génial, c'est vraiment le paradis. Et à ma grande surprise, ils m'ont dit, ah bah non, parce que nous, on gère des groupes, et on compte toutes les 4 minutes, il faut compter. Et en fait, les 6 mois qu'on passe à enseigner le ski, on les passe en fait la moitié du temps à compter des enfants. Voilà, et c'est très pénible. Et donc, il m'avait lancé ce challenge de trouver une solution qui permette de compter automatiquement. Et en fait, il n'y en a pas. Donc, il n'y a pas de solution pour compter. Et donc, on a créé des produits qui permettent de compter. Et puis, celui dont je vais vous parler, c'est un produit qui fait que du comptage, parce qu'on a développé d'autres solutions aujourd'hui qui ne sont pas commercialisées. On dit qu'on innove pour la sécurité des enfants et la sérénité des parents, puisque à travers l'encadrement du groupe, on va assurer effectivement la sécurité des enfants quand on s'adresse à des groupes d'enfants, et puis la sérénité des parents et plus largement la sérénité des accompagnateurs, puisqu'ils vont pouvoir se libérer d'un certain nombre de tâches. Donc comme je vous disais, ces technologies-là, elles reposent systématiquement sur l'utilisation de produits et de nouvelles technologies. Compter des gens, ça se fait avec de la technologie, mais surtout ça doit se faire de manière très simple et du coup retirer une contrainte. Pourquoi c'est compliqué d'encadrer un groupe? C'est compliqué parce qu'il faut faire des appels, il faut faire du comptage pour s'assurer que tout le monde est là. On compte quand on part d'un point A pour aller vers un point B. On compte quand on arrive au point B pour s'assurer qu'on a tout le monde. Quand ce sont des enfants, les enfants ils sont excités, ils sont contents de sortir. On a un cadre légal. Ah oui, j'ai l'impression que ça hurle aussi. On a un cadre légal qui est très souple, hein, puisqu'en milieu extrascolaire, c'est un accompagnateur pour 16 enfants. Donc ça devient très compliqué pour les accompagnateurs. Et puis il y a toujours un risque, plus ou moins important. Il suffit de regarder la presse. Presque tous les jours dans la presse régionale, on a des enfants qui sont oubliés dans un car, des enfants qui sont perdus, etc. Avec des conséquences qui sont rarement dramatiques, mais qui sont pas très sympas. Et puis surtout qui sont vraiment pas sympas ni pour le responsable du centre aéré, ni pour l'accompagnateur et ni pour la mairie. Donc on a développé GroupierCheck. GroupierCheck, c'est la première solution qui permet d'encadrer un groupe très facilement. C'est une solution qui est logicielle, qui permet de dématérialiser les listes des enfants à accompagner, d'avoir ces listes disponibles sur une application smartphone, et donc avec des petits bracelets comme celui que je porte au poignet, de pouvoir, pendant toute la durée de l'activité, faire autant de comptage qu'on veut, en quelques secondes, de manière nominative, et donc savoir que tout le monde est là, ou qu'il nous manque quelqu'un, et dans ces cas-là, qui manque. Et donc de surtout pas partir sans la personne qui manque. Donc cette solution, effectivement, pour les mairies, les centres aérés, les écoles, qui sont les clients qu'on adresse aujourd'hui, elle présente différents avantages. Un, de mettre fin aux listes papier. Aujourd'hui encore, la plupart des organismes d'accueil collectif de mineurs gèrent les mineurs avec des listes papier, écrites à la main, rédigées sous Excel. Voilà, là on leur permet d'avoir un outil simple qui permet de gérer les listes et de faire des groupes. Ça permet évidemment de compter en un seul clic, et ça permet d'identifier immédiatement les absents. GroupierCheck, c'est pour qui? Alors GroupierCheck, en fait, c'est très large, c'est pour tout le monde, parce que ça s'adresse aussi bien aux déplacements en groupe avec des enfants, aux déplacements en groupe avec des adultes, et aussi en déplacement en groupe avec des seniors. On peut l'utiliser lors de séminaires, on peut l'utiliser lors d'activités touristiques, de voyages de groupe. On peut l'utiliser avec des enfants dans des écoles, dans l'accueil collectif de mineurs. Aujourd'hui, nous, on se focalise sur 3 marchés qui sont l'ACM, donc l'accueil collectif de mineurs, périscolaire, extrascolaire, les écoles, et puis ce qu'on appelle les groupistes, c'est-à-dire principalement aujourd'hui les autocaristes.
Voilà, groupe. Hop. Nos premiers clients, ça a été l'UCPA qui a équipé massivement, enfin même en totalité, les 1200 enfants maximum qu'il gère pendant les vacances chaque semaine. Et puis la mairie d'Issy-les-Moulineaux qui l'a préacheté au mois de décembre dernier, puisque la solution a été mise sur le marché en février pour un de ces centres aérés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a cette activité donc autour de Groupe Check. On a développé aussi des partenariats assez forts d'expérimentation avec notamment Transdev autour du transport scolaire, où là on adapte cette solution entre guillemets grand public avec des problématiques un peu plus compliquées autour de l'automatisation, du pointage, de l'envoi de SMS en cas d'absence, etc., etc. Et puis on travaille aussi avec d'autres grands groupes qui veulent utiliser cette solution dans différents contextes qui ne sont pas des contextes natifs pour nous. Quand je parle de partenariat d'expérimentation, ce sont des partenariats évidemment qui sont payants, où on met à disposition notre expertise pour développer en mode offre sur mesure une solution spécifique. Voilà. J'ai terminé parce que moi j'étais beaucoup plus rapide. Je ne sais pas s'il y a des questions, je peux y répondre. Je n'ai pas parlé de modèle économique, je n'ai pas parlé de toutes ces choses-là. Voilà. Justement, enfin, un raccourci, modèle économique un peu plus détaillé, savoir comment ça fonctionne. Et une autre question par rapport aux axes d'amélioration, il y a les fonctionnalités actuelles. Est-ce qu'il y a des choses qui, dans la version actuelle, la version 1, qui existent? Est-ce que vous allez rajouter d'autres fonctions ou étendre un petit peu plus voilà, la roadmap? Alors, le modèle économique, aujourd'hui, c'est un modèle sur abonnement, c'est-à-dire qu'un centre aéré, une école ou un autocariste qui souscrit à l'offre va payer un abonnement annuel et puis acheter des bracelets. Donc autant de bracelets dont il a besoin, enfin le nombre de bracelets dont il a besoin. Voilà, donc on génère du revenu récurrent. L'abonnement, il permet d'accéder au service. Le service, c'est quoi? Ça va être la plateforme, la page web, qui permet donc, qui offre un outil de gestion des listes, de constitution des groupes, retirer des enfants, affecter un accompagnateur à des groupes, etc. Et puis ça va être l'application mobile. Pour répondre à la deuxième question, aujourd'hui, effectivement, l'offre telle qu'elle sort, c'est uniquement du comptage. Après, on sait, parce que ça fait 3 ans qu'on discute avec des accompagnateurs, qu'il y a un certain nombre de besoins qui sont... donc le besoin commun, c'est le comptage. Après, il y a des besoins qui sont plus spécifiques. Donc il y a beaucoup de centres aérés qui ont un besoin, assez curieusement, de gestion même sur le centre des enfants. Donc de savoir qui est là pour pouvoir facturer les parents. De savoir qui va à la cantine aussi, ou qui a été à la cantine pour pouvoir facturer. Donc voilà, donc ça, ce sont des services aussi qu'on sait donner, qui nécessitent en revanche l'installation d'une infrastructure sur le site de l'école, alors relativement petite, mais d'une infrastructure quand même. On a aussi, pour des groupes d'adultes, d'autres fonctionnalités qui sont demandées et qui sont, disons, à moitié développées, en tout cas maquettées chez nous, qui vont être, par exemple, de pouvoir... Un groupe d'adultes, il va s'éclater. Donc on peut le compter tant qu'il est là, mais après les adultes, par exemple, quand ils vont visiter le salon, ils vont partir, et à un moment, il va falloir leur dire attention, c'est l'heure de tous revenir au car. Voilà. Et donc ça pourrait être de faire sonner les bracelets des adultes pour dire c'est l'heure de revenir, c'est l'heure du rendez-vous. Voilà, il y a toutes ces fonctionnalités-là, on peut aller très très loin. Après, par exemple, avec Transdev, on a détourné le modèle. Aujourd'hui, on fait du ramassage scolaire, et donc c'est-à-dire qu'on va gérer des étapes. Donc on va être capable de dire à chaque arrêt qui sont les enfants qui doivent monter dans le car scolaire. Si un enfant qui n'est pas monté, pouvoir avertir les parents, si c'est l'offre d'un Transdev, et donc pouvoir dire, par exemple, aux parents, l'enfant qu'on devait ramasser ce matin, il n'est pas venu. Voilà. Normal, pas normal, les parents dans ces cas-là peuvent s'inquiéter. Voilà, il y a tout un tas de choses comme ça. Donc on est aujourd'hui sur du comptage, on sait faire du pointage, on a été approché aussi pour faire inclure du paiement sans contact dans nos bracelets. On est aussi une société technologique puisqu'on fait aussi le hardware.
Donc c'est pas un simple module radio qu'il y a dedans, c'est notre module radio avec les technos qu'on a choisi, développés et donc qu'on maîtrise complètement. Merci beaucoup Sébastien. Groupir Technologies. Et maintenant je vais appeler Nicolas Bêche de chez Kix. Je t'envoie la présentation. Bonjour à tous, Nicolas Bêche, associé fondateur de Kik Object. Je suis très heureux d'être parmi vous, d'être associé à cet événement. D'être finaliste, c'est pour moi l'occasion devant vous, devant un auditoire de qualité et sans flatterie aucune. Mais vous êtes des acteurs majeurs de la vie de la cité. De vous présenter Kik, qui pour nous est une plateforme citoyenne, responsable et solidaire. Et donc qui a son importance. Elle n'est pas que Smart Cities. Alors Kik Object, c'est quoi ? C'est une plateforme qui va mettre en relation des personnes ayant perdu des objets avec des personnes ou organisations ayant trouvé des objets. J'insiste sur le terme d'organisation, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Elle va permettre de déclarer un avis de perte ou de découverte et en un clic d'organiser la restitution de l'objet grâce aux partenariats que nous avons pu développer avec des logisticiens, notamment UPS, Colissimo, Delivery et tout récemment Gogomitch, qui est une plateforme qui permet le transport d'objets entre particuliers. En plus de mettre en relation des personnes entre elles, on a développé pour les communes et les collectivités un certain nombre d'outils et de fonctionnalités pour leur permettre de gérer leur stock d'objets trouvés et comme ça d'augmenter le taux de restitution des objets. Derrière Kik se cache une équipe. Alors Nicolas Bêche, moi-même donc, et Fauzi Babali, nous avons plutôt un cursus marketing et digital. Yannick Tranchier, qui évolue depuis de nombreuses années dans l'écosystème des startups, et notamment à Numa. Et derrière Kik, il y a aussi beaucoup de technologie. Donc nous avons un CTO. Je vous parlerai de technologie un peu plus tard. Au-delà de l'aspect entrepreneurial, de la démarche entrepreneuriale, pourquoi Kik ? En fait, Kik est né d'expériences personnelles que j'ai pu avoir en tant que perdant ou trouvant. En fait, quand on perd, on ne sait pas quoi faire. C'est souvent chercher un peu une aiguille derrière une botte de foin. Donc on se cache derrière « c'est fou, t'as pas de chance ». Donc on en reste là. Et quand on trouve, alors qu'on est... Des études montrent que le citoyen est honnête, il y a une vraie démarche de vouloir rendre l'objet, on ne sait pas trop quoi faire, donc souvent on laisse sur place. Il faut savoir qu'en France aujourd'hui, c'est 12 millions d'objets trouvés et déclarés, donc il y a une démarche, une vraie démarche de déposer à la mairie ou au commissariat de police ou au bureau des objets trouvés, typiquement la SNCF. Mais j'exclus tous les objets qui sont laissés sur la voie publique ou qui sont dans des systèmes fermés. Typiquement, dans les 12 millions, on ne retrouve pas les objets ramenés chez Disney ou aux Galeries Lafayette. Selon les projections, on arrive à 80 millions d'objets perdus par an. Alors pour les particuliers, c'est beaucoup de frustration. Ça peut être de la frustration économique, ça peut être de la frustration affective. Je pense au doudou. Ça peut être de la frustration administrative, refaire des papiers, retrouver un dossier. Et pour les mairies, des coûts économiques, de la formation et souvent des citoyens insatisfaits parce que la mairie n'aura pas forcément mis en place tout pour retrouver les objets. En région parisienne, c'est 600 objets qui sont ramenés tous les jours rue des Morillons. Dans notre approche commerciale, nous avons une approche B2B. Pour nous, en termes de coût d'acquisition, c'est un peu compliqué d'aller chercher les particuliers. Donc je vous parlais tout à l'heure d'organisation, donc l'idée c'est d'aller chercher ces organisations que nous avons divisées en 3 familles. Un, les entreprises qui transportent ou reçoivent du public, typiquement la SNCF, Air France, PMU, Klépierre. Klépierre étant un réseau de 150 galeries marchandes. Deuxième famille, les événements, qu'ils soient sportifs
culturelles ou professionnelles. Et troisième famille, les mairies. Effectivement, aujourd'hui, des solutions existent, mais elles sont inappropriées. On a aujourd'hui des solutions B2C et B2B. Mais qui connaît France Objet Trouvé, qui connaît Last and Found, et on retrouve surtout des grands groupes qui fonctionnent en silo fermé, typiquement la SNCF, typiquement les aéroports de Paris fonctionnent en silo fermé, donc il n'y a pas d'agrégation. Et qu'on a intégré dans les solutions existantes, les solutions connectées, mais qui pour nous ne sont pas forcément des concurrents, dans la mesure où ces solutions connectées sont des solutions de prévention, qui sont chères, coûteuses, et d'autre part, on ne va pas forcément protéger l'objet qu'on aura perdu. Alors notre solution, elle est toute simple, pardon, elle fonctionne sur un déclaratif, j'ai perdu ou j'ai trouvé. Le perdant va déposer son avis de perte. À partir du moment où il va avoir une notification, il va vérifier si c'est bien son objet. Et à partir de là, l'application va organiser, au travers de nos solutions et de nos partenaires, la livraison. Donc une solution très simple qui se fait en 3 étapes. Donc le déclaratif, déclaration de l'objet perdu ou trouvé, la mise en relation entre les deux parties qui conviennent de comment remettre l'objet, soit une remise en main propre, soit via nos partenaires, rien n'est obligatoire. Et notre solution a évolué. À l'origine, c'était une application mobile et on s'est rendu compte que l'application pouvait être un frein, parce que ça implique de la télécharger. Alors notre solution est devenue une plateforme multi-accès. On a développé un chatbot et un site internet qui sera accessible à partir du 10 mai, où aujourd'hui c'est un site vitrine, mais à partir du mois de mai, on pourra faire une déclaration de une déclaration de perte ou de découverte. En termes de technologie, parce que derrière tout ça, il y a de la technologie, on va continuer à faire évoluer notre algorithme pour augmenter les taux de restitution. Je vous parlais du chatbot, qui va permettre d'une façon plus ludique de faire un déclaratif de perte ou de découverte. Et dans notre roadmap technologique, nous avons prévu de développer à l'horizon 2018 la commande vocale et la reconnaissance visuelle. Cette commande vocale et la reconnaissance visuelle permettront de faire un déclaratif de façon beaucoup plus rapide. Pardon, je vais un peu plus vite. Au-delà de l'usage, on est parti du principe que les objets perdus n'étaient pas forcément perdus. Notre volonté, pour tout objet qui n'aura pas été restitué dans un délai à convenir en fonction des différents opérateurs, c'est de les remettre à des associations, parce qu'aujourd'hui, les objets perdus, en général, sont détruits. Donc c'est un peu dommage. Donc l'idée, c'est de développer des partenariats avec les partenaires, avec des associations locales ou nationales. Au niveau du modèle économique, et j'en aurai terminé, le modèle économique repose sur 2 leviers. Un, au niveau de la transaction, au niveau de la mise en relation, on va avoir un droit pour un transaction fee à payer pour être mis en relation avec le trouvant, qui aujourd'hui est 2,99 €, mais il va évoluer dans les mois prochains. Il va évoluer entre 2,99 € et 9,99 € en fonction de la nature et de la valeur du produit. Par ailleurs, on va prendre un markup sur la logistique. On a négocié avec les différents opérateurs des prix compte tenu des volumes. Et l'idée est de marger dessus. Mais il faut savoir, pour que le client final, le prix sera toujours en deçà du prix public. Voilà. Merci de votre attention. Je suis à votre disposition pour des questions. Des questions? En fait, j'ai une question qui m'a été posée tout là-bas. Comment est-ce que vous défendez votre application? Est-ce que vous avez des brevets déposés?
Non, malheureusement, il n'y a pas de brevets qui peuvent être déposés parce que c'est juste une notion d'usage. Effectivement, c'est un peu notre problématique. C'est qu'on peut être, la solution peut être copiable dans l'absolu. Derrière, c'est juste, il y a de la techno, mais c'est juste un algorithme. Hein. Et puis après, il y a une notion d'usage. C'est changer les usages. C'est pour ça qu'il faut qu'on aille très vite. Et notre stratégie est de développer des partenariats pour avoir une barrière à l'entrée avec des partenaires. Merci beaucoup, Nicolas. Kix. Maintenant, j'appelle Ludovic Degan, qui va nous parler de tributaire. Il se met en tenue pour présenter. C'est bon? Presque. Merci Ludovic. Tu as 8 minutes pour présenter Tributaire. Messieurs, dames, bonjour. Ludovic Degan de la start-up Tributaire. La raison pour laquelle je me suis changé, c'est que je vais vous parler de compostage. Et je suis fondateur de cette start-up, mais également maître composteur, raison pour laquelle je revais ce tablier. Tributaire a pour mission sociale la préservation de l'environnement et des ressources. Elle a à ce titre une demande d'agrément de type ESUS auprès de la Directe. La raison de la création de Tributaire, au point de départ, c'est un constat. Ce constat, c'est qu'aujourd'hui, nos sols s'appauvrissent. À l'international, en France également, et dans nos villes en particulier. Ils s'appauvrissent du fait de l'urbanisation et du manque du retour au sol de la matière organique. De l'autre côté, 30% du contenu de votre poubelle est fait de matière organique, qui le plus souvent finit à l'incinération, voire enfoui. Ce que l'on propose donc chez Tributaire, c'est de relancer la pratique du compostage par le citoyen lui-même. L'idée étant, in fine, de sortir ces fameux biodéchets de la poubelle et de remettre de la vie dans nos sols. Remettre de la vie dans nos sols pour que cette mission sociale soit accomplie de préservation de l'environnement et des ressources. Sauf que la pratique du compostage n'est pas forcément quelque chose de facile. Réaliser un compost de qualité n'est pas évident pour tout le monde. Je vous fais passer du compost, n'ayez pas peur. Je vous laisse passer. Ouais. Et donc, ce que l'on a créé, c'est un compost-mètre. Le compost-mètre, c'est ceci. Un objet connecté que vous allez planter dans votre tas de compost, que ce soit en bac ou en tas, qui va, par l'intermédiaire d'une petite dizaine de capteurs, mesurer un certain nombre de données agronomiques, et en fonction de cette mesure, va vous proposer des mises en application. Il va vous guider dans la réalisation du compost, je vais y arriver, à travers ce disque, qui va vous guider sur 4 actions simples. Mélanger, arroser, mettre tel ou tel type de matière, de façon à réaliser un compost de qualité. Aujourd'hui, dans la pratique du compostage, le principal frein de nos citoyens dans cette pratique, c'est le fait de ne pas savoir. À travers cet outil, on donne la capacité aux citoyens de savoir réaliser un compost de qualité. Nos clients, dans ce dispositif, pour autant, ce ne sont pas les citoyens. Les citoyens sont des bénéficiaires d'un dispositif. C'est une démarche citoyenne, l'idée étant de mettre en place une filière citoyenne de gestion des biodéchets, nos clients étant alors les collectivités locales en compétences, collecte ou traitement des déchets. En France, il y a 2500 collectivités locales, et c'est plus spécifiquement les collectivités locales dites de territoires mixtes, qui sont les territoires cibles, pour une raison relativement simple, c'est qu'en milieu rural, ce savoir-faire est encore globalement existant, alors de l'autre côté, dans les villes, on a aujourd'hui une urbanisation qui ne permet pas si facilement de développer la pratique du compostage. Dans les territoires dits mixtes, nous avons beaucoup de pavillons, beaucoup de possibilités de développer ces pratiques.
Notre marché, c'est celui du tri à la source des biodéchets. C'est une réglementation qui s'impose aux collectivités locales dans le cadre de la loi de transition énergétique pour une croissance verte. Notre proposition est donc celle de développer le compostage de proximité par les citoyens comme une solution alternative au fait de mettre une poubelle supplémentaire aux citoyens et de faire passer des camions dans nos villes. Je l'ai dit, le client, c'est la collectivité locale. Ce dispositif, dans son déploiement auprès d'une collectivité locale, ça passe par une première phase de diagnostic. On va faire un point spécifique sur le territoire, parce que chaque territoire a ses spécificités, et il convient d'adapter les dispositifs en fonction du territoire. Ensuite, nous allons proposer un déploiement des compost-mètres, une logique de parc de compost-mètres en investissement pour la collectivité, qui globalement, à performance équivalente d'une plateforme de compostage ou de méthanisation, va coûter 60% moins cher en termes d'investissement. Et en termes de mise en œuvre de déploiement, de suivi, c'est un dispositif qui coûte 20% moins cher que les dispositifs alternatifs. Je voudrais vous parler de l'équipe 2 secondes. Oh, je peux même, sans problème. Je vous parlais de l'équipe 2 secondes, elle est pluridisciplinaire, pardon. Je me suis présenté tout à l'heure. Je suis issu, pour ce qui me concerne, des filières de recyclage. Mais je voudrais vous parler de ceux qui m'entourent, parce que c'est peut-être le plus important finalement. J'ai une équipe de designers pour pouvoir travailler la question de l'expérience utilisateur, l'expérience du citoyen dans la pratique, pour lui faciliter la pratique du compostage. On travaille avec des experts sur les objets connectés, une structure qui s'appelle 4M Tech. Je crois qu'ils étaient ici l'année dernière avec Carnot Computing sur le radiateur ordinateur, si je ne dis pas de bêtises. Avec un laboratoire d'agronomie qui est spécialisé sur toute la problématique d'agronomie et d'agroécologie et la question des sols. C'est le laboratoire de Lydia et Claude Bourguignon, qui sont spécialisés sur le sujet, et des sociologues sur la question de comment mobiliser les citoyens. Enfin, ce projet bénéficie d'un certain nombre de soutiens. Je vois qu'un certain nombre sont présents aujourd'hui, donc j'en profite pour les remercier. Par la même occasion. Nos prochaines étapes, il y en a une grande qui arrive. Cette grande étape, ça va être l'étape de l'expérimentation, puisque l'objet que je vous ai montré, il est en test actuellement. Il est en test au sein de notre laboratoire d'agronomie. Et on cherche aujourd'hui des collectivités pour mettre en place l'expérimentation en Île-de-France, sachant qu'on a déjà un accord d'une collectivité dans le Libournais pour pouvoir faire une expérimentation, mais étant basé pour ce qui nous concerne en Île-de-France, je souhaiterais aussi pouvoir le faire en Île-de-France. Donc j'en profite pour passer le message, sachant que nous aurons une session de crowdfunding ensuite prévue entre juin et septembre de cette année. J'adore ce proverbe africain, je ne peux pas finir sans lui. Des projets comme celui-ci, et en tout cas c'est une croyance forte que l'on a chez Tributaire, c'est que tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Merci pour votre écoute et je suis à votre disposition. Merci. Je voulais savoir le coût du dispositif. Et si je comprends bien, une collectivité comme Paris, c'est pas vraiment votre cible. On a toujours tort de faire des ciblages des fois. C'est un équipement pour la partie investissement qui devrait être entre 200 et 300 euros unitaires. Est-ce que la ville de Paris est un client potentiel? La réponse est malgré tout oui. Parce qu'on a aujourd'hui du compostage de quartier, parce qu'il y a un développement du pied d'immeuble, etc. Et à ce titre-là, oui. Merci. Quel est votre modèle de distribution ? Le modèle de distribution, il est le suivant. On est aujourd'hui dans une distribution directe, une relation directe avec les collectivités locales. C'est des projets de territoire, donc c'est une relation qui doit être en direct avec les territoires pour pouvoir être implantée ensuite dans ces mêmes territoires. Pour autant, on imagine des partenariats possibles. Tout à l'heure, vous avez vu, quand j'ai parlé du marché,
la réalité d'une solution et d'une problématique telle que le tri à la source des biodéchets, quand on discute avec les collectivités locales qui historiquement ont déjà mis en place une de ces solutions, elles considèrent que les solutions ne peuvent pas être uniques en fait sur leur territoire, pour les questions de densité, questions de superficie, etc., et de volonté citoyenne. Donc, pour répondre évidemment à votre interrogation, ça veut dire aussi que l'on considère qu'il peut y avoir des partenariats avec des acteurs comme Suez, de Richebourg ou autres. Merci. Moi j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'en fait, faire du compost, en tout cas choisir les éléments qui allaient dans le compost, c'était pas évident, en fonction que ce soit de la méthanisation ou justement du compostage. Comment vous éduquez les consommateurs en amont? L'objet connecté, le compost-mètre, et son interface dédiée aux citoyens, c'est précisément répondre à cette interrogation. Quels sont les ingrédients qui font que je vais réussir un compost? Donc cette réponse, elle se trouvera en termes d'accompagnement du citoyen à travers l'interface dédiée pour le citoyen. Non, c'est pas une application mobile, c'est du web. Pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, on ne va pas au composteur avec un smartphone. Merci. Merci beaucoup Ludovic, tributaire. Maintenant j'appelle Clément Castelli, de User. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Clément Castelli, je suis le cofondateur de User, et chez User on a développé ce petit boîtier connecté qu'on a nommé Eugène, en référence à Eugène Poubelle qui a mis en place le tri sélectif à Paris à l'origine. Et l'idée de ce boîtier, c'est de transformer sa poubelle en objet intelligent, sa poubelle de cuisine. Alors vous allez me dire pourquoi transformer sa poubelle en objet intelligent? Bon, on est parti de plusieurs constats. Aujourd'hui, à l'heure du big data, de la connaissance client, du self-quantified, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une quantité de données dans nos poubelles qui était totalement inexploitée et pourtant qu'il y avait beaucoup de valeur ajoutée. Parce que la vraie valeur d'un déchet, c'est pas uniquement sa matière, c'est toute la donnée qui l'accompagne. Qui le jette, quand, à quelle fréquence, avec quel autre produit. Le deuxième constat, c'est que si 96% des gens se disent favorables au tri aujourd'hui, bah dans les faits, il n'y a qu'un Français sur deux qui trie, et dans ceux qui trient, il y en a un sur deux qui se trompe tous les jours. En gros, il y a un écart de 1 à 4. À partir de là, on s'est dit qu'on pouvait inventer quelque chose d'assez simple, basé sur la lecture du code barre. Donc on vient positionner ce petit boîtier à côté de sa poubelle. Et le principe est très simple. Au moment où on s'apprête à jeter son emballage, on le scanne et le boîtier va vous indiquer, en fonction des règles de votre collectivité, la bonne consigne de tri. Donc plus d'erreurs. On réduit son impact environnemental de manière très simple. Vous allez me dire, c'est beaucoup juste pour trier. Et c'est pour ça qu'on ne s'arrête pas là. Derrière, le principal service se trouve via l'application mobile. On va pouvoir récompenser l'utilisateur, à la fois parce qu'il partage ses données sur sa consommation, pour la fidélité qu'il a envers ses marques, et pour son geste de tri. Donc en fait, on vient récompenser le partage d'informations et le recyclage via des points qui vous donnent droit à des bons d'achat, des bons de réduction sur des produits de grande consommation. On verra pourquoi ça a du sens après. Le deuxième service, c'est finalement, on va permettre à l'utilisateur de suivre et d'analyser sa consommation avec des indicateurs très précis, de manière quantitative, qualitative et budgétaire. Combien de litres de coca j'ai bu le mois dernier? Quelle est la part de mon budget consacré à mon soda? Quels sont les produits qui contiennent du gluten ou de l'huile de palme dans mon alimentation quotidienne? Et le dernier point, c'est la liste de courses. Pourquoi? Parce qu'un produit qu'on jette, on a souvent besoin de le racheter. Tout le monde parle du frigo connecté, mais dans le frigo connecté, il n'y a que les produits frais. Il n'y a pas les produits d'épicerie, il n'y a pas les produits d'entretien, et donc en fait, il n'y a qu'une partie limitée de la consommation. Et donc connecter sa poubelle pour automatiser son approvisionnement, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et cette liste de courses, elle ne reste pas dans l'application mobile, elle est connectée à l'ensemble des sites de distribution en ligne, de Carrefour à Casino, en passant par Nespresso.
C'est un service également qu'on apporte aux marques qui aujourd'hui sont totalement couplées de leurs clients par la grande distribution. Aujourd'hui, les marques, c'est des livreurs de palettes. Ils n'ont aucune connaissance de leurs clients. Et l'idée, c'est de leur redonner ce lien direct avec le client à travers un geste éco-citoyen qui est le geste de tri. Et de leur permettre aussi de développer des programmes de fidélité sur mesure, ce qui leur permet de récompenser l'utilisateur à la fois pour sa fidélité et pour son engagement environnemental. Ça va beaucoup plus loin. Aujourd'hui, on peut ouvrir en fait cette donnée que l'on collecte auprès de notre panel d'utilisateurs à d'autres acteurs dans le domaine de la santé, dans le domaine de la donnée, dans le domaine des études conso, dans le domaine du recyclage. Et on a déjà entamé plusieurs tests terrain avec différents acteurs. Notre business model il repose donc à la fois sur la vente du produit à l'utilisateur final. Le prix de base aujourd'hui c'est 79 €, mais on a une volonté de le faire baisser drastiquement pour l'ouvrir vraiment à tous. Et il repose essentiellement sur la valorisation des données collectées auprès de notre panel d'utilisateurs que l'on va vendre sous forme d'études statistiques auprès des marques, à l'image de ce que peuvent faire Nielsen ou Kantar World Panel, et de programmes de fidélité sur mesure via l'application mobile. Aujourd'hui, on a un écosystème assez riche parce qu'on travaille déjà avec une cinquantaine de marques qui nous permettent d'avoir une base de données produits de référencement de plus de 200 000 produits. Et c'est finalement ça notre principale barrière à l'entrée, en plus évidemment de la technologie qu'on a développée, mais qui reste relativement simple. Notre canal de distribution s'appuie sur 3 types de partenariats. Les partenariats avec les acteurs en charge de la collecte des déchets, de la gestion des déchets pour le compte des collectivités. L'idée là, c'est qu'ils puissent enrichir leur offre avec une brique sur la sensibilisation des utilisateurs finaux et l'amélioration de la performance du tri. Parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que les erreurs de tri coûtent 300 millions d'euros aux collectivités chaque année. C'est également les fabricants de poubelles qui souhaitent se diversifier et les marques et les distributeurs qui souhaitent mettre à disposition de leurs clients un nouvel outil pour gérer leur consommation et faciliter leur parcours d'achat en ligne. Aujourd'hui, l'équipe est composée de 6 personnes, mais tous ne sont pas représentés ici. Les 4 fondateurs sont ici, donc moi-même qui suis en charge du développement de la stratégie et du business, Paul qui est directeur marketing, et on est accompagné par 2 ingénieurs, un sur la partie développement qui est Juan Pablo qui a 10 ans d'expérience dans le développement logiciel, et Quentin qui sort de Polytechnique et qui a fait ses armes chez Parrot et Fitme avant de nous rejoindre. Pour conclure, on est en train de mener des phases de test avec différents acteurs qui vont de... J'ai pas forcément le droit de dire les noms, mais d'acteurs dans la gestion de la collecte pour les comptes de collectivité à des enseignes de grande distribution pour tester l'usage auprès de leurs clients et notamment l'impact sur la performance du tri que peut avoir ce système d'information. Je vous remercie. Et si les produits ne sont pas référencés dans la base? Très bonne question. On offre la possibilité à nos utilisateurs de participer justement à la constitution de cette base de données. Donc on a un module de crowdsourcing dans l'application qui permet de scanner le produit et de renseigner via des menus déroulants pour limiter le nombre d'erreurs, les composants de l'emballage et la matière. S'il ne le fait pas, nous, on est alerté de la non-reconnaissance de ce produit et on a un engagement de référencer sous 1 semaine ce produit. Il y a effectivement un vrai enjeu sur le tri, mais il y a aussi un enjeu sur la diminution de ce qu'il y a à jeter. Et dans vos relations avec les marques, est-ce qu'il y a une sensibilisation? Est-ce qu'eux fassent aussi, au lieu de pas seulement avoir un accès à l'information en termes de consommation, mais qu'ils fassent aussi un effort en termes de réduction de ce qu'il y a à jeter, tout ce qui relève des emballages? L'application permettra justement de mettre en avant ce type d'initiative autour de l'éco-conception d'emballage. On n'est pas forcément là pour prendre parti. L'idée, c'est vraiment de pouvoir donner accès facilement à l'information pour avoir un impact sur finalement la consommation et donc sur les marques in fine. Mais en tout cas, c'est le genre d'initiative qu'on mettra en valeur sur l'application. Merci. Juste une question sur la protection des données personnelles, parce que là, c'est quand même ce qu'on fournit. Qu'est-ce que vous donnez comme garantie? C'est une très bonne question, en effet. Aujourd'hui, quand je parle de vente d'études de consommation, ce sont des données qui sont totalement anonymisées, qui sont mixées dans des panels. Nous, la donnée nominative, on la garde évidemment en interne, et tout est crypté. Et de toute manière, la CNIL nous interdit de la vendre. Donc, voilà comment on traite le sujet. Ensuite, il y a un opt-in dans l'application
qui permet à l'utilisateur de recevoir des offres promotionnelles ciblées de nos partenaires. Mais c'est un opt-in qui est distinct de nos conditions générales. Merci beaucoup. Bravo, merci Clément. Voilà, donc là vous avez vu les 6 lauréats qui ont présenté leur projet. Maintenant, ça va être au tour du jury de travailler, de délibérer, de savoir qui sont les premiers et ceux qui sont juste après. Oula. Ouais. Donc le temps de la délibération, vous allez pouvoir retrouver chacune des sociétés, donc Azuke, Fitness Connect, Groupier, Quick, Tributaire et User. Autour d'un cocktail, vous allez pouvoir leur poser les questions, vous allez pouvoir aller plus loin pour comprendre bien leur activité. Donc, on vous invite à partager un verre avec les sociétés. Et c'est un cocktail qui nous est offert par Orange, qui souhaite favoriser cette mise en relation. Pour le jury, pas de chance. Pour l'instant, c'est les délibérations. Donc, à tout de suite. Mesdames, Messieurs, votre attention. Donc, on en est à... Le jury s'est réuni pour délibérer. On a maintenant les résultats. Merci à tous. Le jury s'est réuni pour délibérer. Nous avons maintenant les résultats des pitchers que je propose de nous rejoindre, de venir ici. Donc Azuke, bien sûr, Fitness Connect, Groupier, Quick, Tributaire et User. Et nous avons la chance d'avoir Stéphane Baudet qui vient pour nous encourager et puis pour nous remettre et nous annoncer les lauréats. Bien, d'abord pour que les choses soient claires et remises dans l'ordre, c'est plutôt nous qui avons la chance de vous avoir. Je pense que c'est important. On avait décidé l'an passé, en déménageant d'ailleurs, en venant s'installer ici pour la première fois, d'avoir un social bar, de mettre nos startups à l'honneur. On est ravis d'avoir recommencé cette année avec encore plus de startups. Il y a évidemment le concours dont on va parler, mais il y a aussi cet environnement économique qui fait un boom. On est dans un pays où on a tendance à beaucoup s'auto-flageller en ce moment, et puis on a découvert avec beaucoup de joie il y a quelques semaines qu'au rang des pays les plus innovants du monde, nous étions 3e. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, même si d'ailleurs on a peut-être une difficulté une fois qu'on a innové à conserver, à développer et à déployer en France, qui est un autre sujet par ailleurs. Mais on a ici une vocation, des talents incroyables en matière de créativité. Et c'est vrai que le milieu, l'environnement, l'écosystème des startups y est pour beaucoup. Je crois qu'on doit avoir 10 000 startups en France. 3000 en Ile-de-France, c'est évidemment important. Je crois que ça a dû lever 50 millions de fonds. Enfin bref, c'est un truc... 50 milliards, je crois. Je peux dire, 50 milliards de fonds, il me semble. Et j'ai un chiffre. Non, mais j'ai un chiffre en tête qui lui montre l'intérêt. Ça va faire le lien avec ce que nous allons faire en récompensant 2, sans oublier les 4 autres finalistes. C'est que l'enjeu de la start-up, c'est évidemment la trouvaille, son développement, son mode de financement. Et dans ces 10 000 que j'évoquais tout à l'heure, il y en a 90% qui ne vont pas au bout de leur rêve. Je pense que c'est ça aussi qu'il faut qu'on ait à l'esprit et que nous, collectivement, à la fois celles et ceux qui peuvent être des pourvoyeurs de fonds, à la fois les collectivités qui peuvent accompagner, notre rôle à nous, c'est faire que pour le coup, ce chiffre-là, au moins de 90% qui ne parviennent pas à la maturité, celui-là, on puisse diminuer et que pour le coup, les 10% qui arrivent viennent augmenter. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle ce jury, ce concours qui est ici, ne vous donne pas des cadeaux. J'ai vu hier, on remettait des masques de réalité virtuelle, des choses comme ça. Là, on n'en est pas tout à fait là. On est plutôt dans des process d'accompagnement de la part de l'ensemble de nos partenaires, mais je crois que tu en diras un mot, justement pour essayer d'accompagner les lauréats justement vers la réussite, et je pense que c'est évidemment important. Donc merci à toutes et tous. On avait, je crois, 90 startups qui participaient au concours l'année dernière. Il y en a 125 cette année. Plus
160. Merci pour les chiffres qu'on m'a glissés à l'oreille avant que j'arrive. 160, je crois qu'on peut les applaudir, parce que pour le coup, on est quand même pas loin du double, ce qui est quand même beaucoup. Et ça montre que pour le coup, ici, au Salon des maires de la MIF, le sujet est d'importance. Beaucoup d'élus, d'ailleurs, sont passés par ce stand, l'ensemble de vos stands, et c'est plutôt, évidemment, une bonne nouvelle. Donc, bravo à tous. Je crois qu'on a donc 2 lauréats. Merci au jury également. Alors, je donne le premier, le deuxième. Il y a un ordre entre le premier et le deuxième ? Le premier est premier, donc je vais commencer par le deuxième alors. Voilà. Alors le deuxième, et on va l'applaudir très fort, c'est Atsuke. Voilà. Alors ça m'arrange bien puisqu'il s'agit d'un dispositif pour limiter la fraude. Vice-président des transports que je suis à la région Île-de-France appréciera. Vous nous en dites un mot ? Alors, oui. Enfin, on constate chez tous les réseaux qu'on a mis en place à l'étranger pour l'instant, parce que ce n'est possible en France que depuis quelques semaines, que systématiquement on fait baisser la fraude de façon extrêmement sensible, parce que tout le monde a un mobile sur soi, donc il n'y a plus de possibilité de ne pas régler son titre de transport. Voilà. C'est un des avantages de la solution. Ça montre que quand on annonce la fin du ticket de métro cartonné pour 2021, on se fait engueuler parce qu'on est en 2021, on en aura toujours besoin, on se dit qu'on a peut-être largement urgence à plutôt aller vers d'autres process de billettique. Bien, et le premier... Tu veux dire les prix tout de suite ou tu les dis après pour le 1 et le 2 ? Après. Alors, le lauréat cette année numéro 1, Tributaire. On peut l'applaudir. Vous nous en dites un petit mot ? Faut que je remette le tablier. Chez Tributaire. Ça va prendre du temps. Chez Tributaire, tout simplement, on lutte contre l'appauvrissement des sols en relançant la pratique du compostage par les citoyens, de façon à sortir les biodéchets également de la poubelle. Merci. Merci à vous. Rappelons d'ailleurs que le thème du concours, le thème de notre social bar, le thème de tous ces échanges, c'est évidemment la ville intelligente, la ville de demain, et évidemment toutes les startups, toutes celles et ceux qui ont concouru, c'est aussi comment améliorer pour nous, les élus, pour nous, les concitoyens qui devons réinventer le fait communal, qui devons réinterroger ce que sera la ville de demain. On a aussi besoin de venir à la fois s'agiter des idées et puis trouver des solutions nouvelles. Bravo à vous deux, tu nous donnes un petit peu les lots qu'ils ont remportés ? Alors tout à fait, en fait, de nombreux lots, basés beaucoup sur l'accompagnement. Donc en tant que BPI France, je suis très fier de ce concours et de tous ces candidats, des 160 et des 6 qui ont gagné. On a vu avec Cap Digital pour l'événement Futur en scène. Et on va vous offrir une tribune devant un parterre d'investisseurs pour que vous puissiez présenter vos projets, non pas aux 2 premiers, mais aux 6. Voilà, bravo. Et en complément, sur 2 magazines différents, vous serez... tu vas refaire la liste, c'est ça ? Peut-être j'en dis un petit mot. Vous apparaîtrez dans une interview dans le magazine des maires d'Île-de-France. C'est important, c'est un tirage important. Et évidemment, l'une des cibles potentielles de votre développement, c'est aussi les communes. Et donc, il y a tout intérêt à essayer de vous faire pénétrer les services communication, les services des communes à travers ce journal, qui est quand même très très lu, très suivi par les 1270 communes de l'Île-de-France. Et donc, vous aurez chacun à votre tour, pour le coup, cette fois pour les 2 premiers, l'occasion de dire ce que vous avez fait, ce que vous pouvez faire et la solution que vous proposez. Je vais détailler un petit peu les lots. Donc la première start-up se verra primée d'une double page de publication dans le magazine de la MIF, comme vous venez de le dire, d'une valeur de 7 500 €, un mois d'abonnement d'Usine.io pour l'équipe gagnante, et un pack entreprise Fab Lab Descartes qui comprend une adhésion d'1 an, une formation individuelle, des heures d'accompagnement et de l'utilisation des machines du Fab Lab. Ensuite, Orange offre un atelier Orange Fab Lab d'une valeur de 4 000 € pour le vainqueur. Et pour la start-up arrivée en 2e position, elle aura une page aussi dans le magazine de la MIF d'une valeur de 5 000 €. Merci à tous. J'en profite juste pour remercier tous nos partenaires. Donc dans le détail, s'ils sont là, donc Agoranov, Ezier, Cap Digital, Euroquity, Incubateur des cartes, le 104 Factory, la BPI France, bien évidemment, avec Euroquity, le Business Grand Paris CCI, Madines qui est pas là, Usine.io, le salon par l'intermédiaire d'Alexis, avec qui on n'aurait pas pu faire ce concours sans lui, et Orange et le CNRF ID. Je vous laisse le mot. Non, bah écoutez, parfait, félicitations.
Bon, alors on va faire une photo de groupe. Je vous remercie à tous et à l'année prochaine pour le prochain concours.